Voilà, c'est parti. Alors, bonjour Mohamed et bienvenue. Bonjour, Merci, bonjour voilà. Gilles, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu Bonjour donc Gilles, bonjour à mon merci. invitation là pour faire cette conférence. Donc voilà, tu vas te présenter un petit peu, mais c'est vrai que voilà, tu as une grosse expérience africaine hein, sur plein de projets de toutes sortes pour voilà pour aider au développement de populations rurales en Afrique. On va voir dans des contextes très variés hein, en termes de climat, voilà, de zones géographiques, ce qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on va focaliser sur un des thèmes qui t'est particulièrement cher, qui est le biochar. Donc voilà, je te laisse peut-être voilà, compléter ta présentation. Euh, bien, donc je peux commencer là. Vas-y, vas-y, Je commence, oui. présente-toi un petit peu, voilà, Oui, oui. et puis je vais lancer le diaporama. D'accord, allez, tu me laisses. Bien, donc bonjour, honorables participants, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, permettez-moi de vous dire donc, tout le plaisir que j'ai à être avec vous à l'occasion de la tenue de ce webinaire, d'avoir cette opportunité grâce à notre ami Gilles pour échanger et partager sur la thématique des biochars. Donc, ce sont des produits révolutionnaires pour des applications au sol, pour l'agronomie, l'agriculture et pour séquestrer le carbone. Alors, je Bien, vais... je me présente, donc ancien cadre, directeur de programme, innovation et développement au niveau de l'ONG Pro Natura International. Actuellement, donc, je suis gérant au niveau de la micro-ferme écologique et innovante, laquelle est des Oasis à Tinimou. Donc, on est dans le grand sud algérien. Et en même temps, donc, ça fait deux mois à peu près. Donc, j'ai créé une association. Donc, je suis président de la jeune association Europe-Afrique, résilience agroécologique et climatique. Bien, j'ai occupé d'autres postes, c'est-à-dire à l'international. Ça, c'est les derniers postes. On va se focaliser sur la fin des carrières et le début de notre carrière. Donc là, si vous permettez, cette photo-là, c'est au Burkina Faso. C'est un souvenir des années 2012 quand donc, je suis parti en mission pour un transfert de technologie innovant dans le domaine du biochar et des modèles je vais dire de jardins améliorés. Et donc, ce petit garçon qui avait à l'époque à peu près 3 ans, il est venu vers moi. Donc, là, on attendait le chantier pour lancer le chantier. Il est venu vers moi. Et donc, moi, j'ai imaginé, j'ai dit, voilà, comme il me demandait, il me dit, Mohamed, dis-moi la vérité, est-ce que l'Afrique peut devenir une terre nourricière? Et donc, par rapport à l'affaiblissement donc de la structure du sol qu'on voit derrière nous, par rapport à la dégradation, l'érosion, par rapport à la compactation, l'appauvrissement et aussi, c'est-à-dire la perte de la fertilité des sols. Et donc, cet enfant, maintenant, il a environ 14 ans et j'aimerais bien le revoir. Voilà, voilà. Donc, c'est à coupe, c'est au Burkina Faso, c'est à couper là, donc c'est à 150 km à l'est de Ouagadougou. Voilà, donc ça c'était pour cette photo-là, qui est le point de départ c'est-à-dire de cette révolution, troisième révolution, qui est comment dirais-je, qui est le biochar. Et là, si vous permettez, donc je vais essayer de commencer par brièvement donc quelques mots sur l'histoire du biochar, donc qui est une technique issue d'une coutume ancestrale et novatrice, il y a plus de 6000 ans. Et les Indiens d'Amazonie utilisaient déjà une sorte de charbon végétal pour améliorer la fertilité des sols pauvres dans la forêt amazonienne. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enfouissaient dans leurs champs un compost enrichi de charbon et amélioraient ainsi sensiblement le produit de leur récolte. Et c'est grâce à ce charbon végétal, ces sols appelés terre noire, terra preta en portugais, sont encore aujourd'hui extrêmement, c'est-à-dire fertilisants. Et ces terres d'Amazonie, très pauvres, sont devenues les plus riches, les plus fertiles et les plus productifs. Donc, la connaissance de la Terre noire, perdue suite à la colonisation, a été redécouverte.
il y a quelques années seulement. Et les propriétés exceptionnelles donc, de ces sols de terra preta ont été conservées jusqu'à nos jours et découvertes par la communauté scientifique. Et pour votre information, donc, il y a plus de 800 publications scientifiques. D'ailleurs, pour information, d'ailleurs, le sol qu'on voit ici, là, de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle un sol ferralitique, d'ailleurs, hein. Donc, c'est un type de sol qu'on trouve effectivement beaucoup en Amazonie, mais aussi beaucoup en Afrique forestière, hein. Donc, si vous allez en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Congo, au Cameroun, vous voyez, c'est un genre de sol qui est très, très commun dans ces contextes-là. Ouais. Donc là, au niveau des deux photos, comme déjà l'a souligné notre ami Gilles, donc la photo de gauche, donc, c'est un sol normal. Donc, pour la photo de droite, donc c'est une photo qui est impressionnante. Donc, on voit le profil, les horizons, la terre, donc la terre à Preta qui est noire. Et cette terre noire, elle présente donc une fertilité exceptionnelle grâce au charbon végétal, grâce aux déchets organiques, grâce aussi aux os, au compost, aux éclats de poterie qu'on utilisait. Et cette terre noire aussi présente une fertilité exceptionnelle grâce donc à des concentrations importantes c'est-à-dire importantes de matière organique, de micro-organismes et de charbon de bois. Donc là, on voit, c'est-à-dire la différence, et on voit ces sols qui jusqu'à nos jours, sont toujours, ont gardé leur fertilité. Et donc là, c'était donc une petite présentation donc, sur le biochar, la terra preta. Et ce produit innovant, donc on a besoin de ce produit dans un premier temps, pour le sol. Pourquoi? Parce que le sol est la ressource dont dépend plus directement l'alimentation humaine. Et là, comme dirais-je, malheureusement épuisés, les sols perdent leur fertilité de plus en plus. Et c'est cette couche féconde de 30 centimètres qui a disparu par donc, le lessivage. Ces sols sont dégradés. Aussi, il y a des sols qui sont dénudés, qui sont abîmés, fortement érodés. Il y a des sols appauvris, marginalisés, voire même stérilisés par l'érosion hydrique et éolienne, la pollution, l'acidification, la salinisation, par l'érosion hydrique et éolienne, la pollution, l'acidification et la salinisation, déjà je l'ai dit, le tassement, donc aussi il y a le tassement, il y a la perte de nutriments et celle aussi de la biodiversité et de l'engorgement. Donc ces sols ont une valeur agronomique. Nous, en tant qu'agriculteurs, agronomes, ils ont une valeur agronomique, je vais dire, nulle. Et la principale donc, contrainte des sols demeure dans la gestion de la fertilité, leur état de santé, leur protection, conservation, avec pour conséquence, bien sûr, nous, en tant qu'agriculteurs, c'est les rendements, et donc les rendements, ils baissent de plus en plus. Et là, au passage, je voudrais aussi, c'est-à-dire attirer donc l'attention des participants qu'il faut aussi faire la différence entre la qualité d'un sol. Ce n'est pas la même chose que la santé d'un sol, la fertilité d'un sol et la sécurité d'un sol. Donc là, je continue. Donc là, il y a une petite présentation sur le biochar, la terra preta, les sols, l'état des sols, ils sont malades. Et là, donc, comment fabriquer ce biochar, ces biochars, c'est-à-dire, donc, il y a un process qui consiste donc à pyrolyser, à la pyrolyse donc de la biomasse qui est renouvelable. Donc, c'est des plantes ligneuses. Donc, comme vous le savez, c'est des plantes donc opposées aux plantes herbacées, avec de la lignine et de la cellulose qu'elles accumulent. Et donc, la pyrolyse, elle se fait avec une température entre 400 et 650 degrés, et même plus, avec une combustion sans oxygène. Donc, en recyclant et en brûlant les gaz de pyrolyse, bien sûr, afin d'assurer un système continu de carbonisation. Il y a aussi une récupération de chaleur avec un refroidissement de biochar, et à la fin, donc, un produit obtenu, c'est un amendement organique d'origine végétale. Donc là, il y a des machines, donc on le fabrique de façon artisanale, il y a des machines villageoises jusqu'à 300 kilos par jour,
et d'autres jusqu'à 5, même plus, des machines industrielles comme le font actuellement la Chine, etc. Donc là, au niveau de cette photo, elle a été prise aussi en 2009, donc c'est au Sénégal, à Ross Béthio. Donc c'est une usine qui a été initiée et lancée par l'ONG Pro Nature International. Et donc là, on voit à droite ce grand tas de biochar dans les sacs. Donc là, c'était pour vous rappeler qu'il se présente sous forme de particules ou fragments noirs avec une granulométrie entre 2 et 10 millimètres, que le taux de carbone donc, va dépendre de la nature de la biomasse utilisée. Donc, tout à l'heure, je vais citer c'est-à-dire les principales biomasses utilisées par rapport, bien sûr, au pays concernés. Et là, pour votre information, donc, une seule application crée et maintient donc, une fertilité de longue durée. Le biochar donc, ne doit pas être confondu avec le charbon de bois produit traditionnellement. Donc la photo maintenant de droite, là, par rapport, donc, c'est une vue au microscope du biochar. Et là, on voit le biochar qui présente une structure poreuse, donc c'est ça le plus important, avec des cavités, avec des macropores, des micropores, des mésopores. Et donc c'est une véritable éponge avec une capacité de rétention et des éléments nutritifs. Et il crée donc un environnement favorable pour les micro-organismes, stimulant bien sûr la croissance des plantes. Là, je voudrais rappeler aussi que par rapport, c'est-à-dire toutes les expériences et les applications menées dans pas mal de pays, le biochar est relativement beaucoup plus efficace et très efficace, performant sur les sols pauvres. Le processus donc permet de lutter aussi efficacement contre le changement climatique, en réduisant la quantité de CO2 dans l'atmosphère et bien sûr par séquestration de carbone, comme je l'ai dit tout à l'heure, à très long terme dans les sols. Il agit, donc ce biochar agit comme un puits durable de carbone. Le biochar peut être aussi utilisé pour produire le charbon vert, remplaçant bien sûr le charbon de bois à un prix inférieur et de très bonne qualité. Donc là, je reviens aussi donc, c'est-à-dire à un point très important par rapport à la recherche et les expériences pratiques. Donc, celles-ci ont démontré les effets mesurables du biochar sur les propriétés agronomiques, donc les propriétés biologiques, chimiques et physiques. Alors, pour les propriétés biologiques, la stimulation de l'activité biologique des sols, donc plus de 40% des champignons de mycorhizes, le développement des micro-organismes. Pour les propriétés chimiques, le biochar améliore donc les propriétés de réserve et d'échange en éléments nutritifs, donc plus de 50% d'échanges cationiques. Il augmente aussi la teneur en matière organique. Pour ce qui est des propriétés physiques, fort en teneur en carbone, il améliore la porosité et l'humidité du sol, facilitant la circulation de l'eau, de l'air. Il favorise aussi l'oxygénation des racines. Aussi, au niveau du pH des sols, donc, il y a un accroissement, comme il a un pH basique, donc l'accroissement aussi du pH, un point de plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'insiste aussi donc, toujours sur la stimulation de la vie microbienne du sol, donc la dynamique biologique. Le biochar donc, aurait aussi un effet bénéfique sur les mycorhizes, un champignon du sol que vous connaissez, qui vit en symbiose avec les racines des plantes. En facilitant donc le développement des bactéries et des champignons, le biochar favorise donc une meilleure restructuration de sol. Et c'est ça donc le bénéfice le plus important par rapport à... Donc là, je retourne, je vais essayer aussi de vous citer donc, les différents biochars. Il n'y a pas un seul. Pourquoi? Parce que les biochars dépendent donc du type de biomasse, cette matière que j'ai dit tout à l'heure qu'elle est renouvelable, de la pyrolyse, donc de la température, de la granulométrie et du taux de carbone qui varie entre 20 et 30, 80 jusqu'à 90%. Et donc là, on a toutes les plantes envahissantes qu'on trouve, comme le typha, le phragmite, roseau, de marée et palmeraie. Il y a la paille de riz avec la balle de riz, ça c'est connu. Il y a les tiges de sorgho, de maïs, de tournesol, de coton. Les tiges de coton, donc, elles ont comment dirais-je, un taux de carbone très élevé, jusqu'à 80%. Les tiges de mil, de soja, il y a la bagasse de canne à sucre, des coques d'arachide, des cabosses de cacao.
Il y a les grignons d'olive aussi, qu'on peut aussi, c'est-à-dire valoriser, le bambou, l'herbe à éléphant, la sciure de bois. Il y a aussi, pour les oasis, il y a les palmes sèches, les autres déchets comme les régimes de dattes, les rachis, les noyaux. Il y a les tiges donc, de palmier. Donc, ce n'est pas un tronc, c'est une tige non ramifiée du palmier qui est dénommée stipe. Alors, nous, on dit c'est un tronc alors que c'est une stipe. Il y a donc le bois sous toutes ses formes, les pailles savanes aussi, et toutes les céréales, les branches mortes, superflues, élaguées, les parches et marques de café, les résidus d'exploitation. Il y a aussi même les fientes de volaille aussi qu'on peut valoriser. Et donc, se référant à la citation d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand on voit qu'actuellement, de grandes quantités de déchets agricoles, municipaux et forestiers sont brûlés ou laissés à l'abandon après la récolte, ce qui dégage bien sûr des gaz à effet de serre. Là, un petit rappel aussi sur la productivité du biochar qui est de 30 à 40%. Donc, pour produire une tonne de biochar, il faut au moins 3 tonnes de biomasse. Donc, il faut bien, avant, c'est-à-dire de se lancer pour mettre en place, je vais dire, un carbochar, une unité de fabrication, de bien faire une étude pour, c'est-à-dire faire un état des lieux, recenser bien sûr la biomasse existante et avoir, c'est-à-dire une biomasse renouvelable pendant toute l'année et encore plus pendant plusieurs années. Donc, au niveau de la dose, euh, l'introduction donc d'un kilo de biochar par mètre carré, d'après les expériences, permet d'augmenter la productivité des cultures entre 50 et jusqu'à 200%. Et il peut être utilisé donc dans une grande variété de sols et de climats. Donc là, nous sommes arrivés donc en Afrique. Nous sommes je vais commencer par un peu, c'est-à-dire vous décrire les expériences, les applications qui ont eu lieu. Et là, sur la carte, euh, c'est-à-dire, euh, c'est des applications donc, qui ont eu lieu, je vais dire, à petite échelle. Nous, le but, c'était de faire un essaimage et de vulgariser. Bon, l'essentiel, donc, il y a eu des initiatives qui ont été prises, il y a eu, c'est-à-dire, et donc, c'est-à-dire ces applications ont été menées donc, avec des études de faisabilité, avec l'ONG ProNatura pendant plus de 20 ans. Et là, donc, moi, j'ai intervenu en ma qualité de cadre et d'opérationnel. Nous avons aussi intervenu en Amérique du Sud et aussi en Asie, aussi c'est-à-dire avec des petits essais, des petits essais. Et là, donc, pour l'Afrique, il y a donc la partie, c'est-à-dire, si je prends le climat, donc partie méditerranéenne, donc l'Algérie du côté de Mostaganem, Oran, si vous connaissez. Ensuite, climat, je vais dire, désertique, c'est dans le grand sud algérien, Timimoun. Il y a aussi Hassemé Saoud, la capitale énergétique du pétrole. Il y a après, donc, du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a les différents pays que vous voyez sur la carte, le Burkina, c'est-à-dire le Tchad, etc. Donc, par rapport au climat, donc c'est un climat. Bon, il y a d'abord le climat semi-aride pour les pays du Sahel, il y a le climat tropical sec, ensuite climat tropical humide. Ensuite, donc, vers le sud, par rapport à la Tanzanie, par rapport au Mozambique, par rapport aussi au Rwanda, donc c'est des climats tropicaux humides. Et là, donc je vais commencer par le Tchad. Je vais commencer par le Tchad. Voilà, donc pour le Tchad, le projet, donc si vous permettez, donc c'est dans la région donc, du Bata, c'est à 700 km à l'est donc, de Djamena, et c'est pas loin du Darfour. Quand je dis pas loin du Darfour, donc par rapport à la frontière du Soudan, c'était à peu près à 200 km. Et là, donc, c'était un projet c'était en 2011 avec Acted qui consistait donc à un appui à la réinsertion socio-économique de retournés tchadiens de Libye et prévention de la malnutrition dans la région du Bata. Et là, quand vous le voyez, la photo de gauche, donc on a affaire à des sols donc, qui sont très, compacts, des sols qui sont tassés, dégradés, la structure dégradée.
Comme j'ai dit tout à l'heure, avec une diminution de la porosité, avec une nuisance, hein, une nuisance. Quand un sol est dégradé, quand il est assez compacté, donc il y a une nuisance directement, automatiquement sur les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol. Et donc là, nous avons affaire à des sols qui ont donc perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, leur valeur agronomique et ont besoin d'être restaurés, donc de régénérer, de retrouver leur énergie et leur vitalité. Et là, donc à la photo de gauche, donc on a commencé donc là, on a lancé un premier chantier. C'était donc l'étalement du biochar, 1 kilo de biochar. Et là, on prépare, donc on appelle ça, c'est un substrat. Donc le biochar a été combiné avec d'autres amendements organiques. Et la photo d'après, donc là, on est passé donc d'une planche de culture à 4 planches pour viabiliser, pour c'est-à-dire avoir c'est-à-dire un modèle viable sur tous les plans. Et là, au niveau de la photo de droite, 3 semaines après, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire c'est pas, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de, donc c'est le travail, c'est formé, c'est vulgarisé, c'est encadré, c'est accompagné, c'est orienté, et c'est que, c'est-à-dire au niveau, en Afrique, c'est-à-dire c'est ce que recherchent, c'est-à-dire je vais dire nos amis agriculteurs et familles d'agricultrices et d'agriculteurs. Et là, donc, c'est une planche de courgettes après 3 semaines. Le rendement, là, je vous assure que le rendement, il a atteint 150 kilos pour 15 mètres carrés. C'est-à-dire les planches de culture comme celle-ci, elles font 15 mètres carrés. On atteint entre 150 jusqu'à 200 kilos de légumes pour une culture. Avec 2 rotations, on peut avoir jusqu'à 300, entre 300 et 400 kilos de légumes pour 15 mètres carrés. Donc là, il y a une économie de terre, de sol, une économie d'eau, une réduction de la pénibilité, une économie d'énergie, une économie d'intrants. Donc là, il n'y a que des points forts, que des Ça fait combien plus. de pieds? 15 mètres carrés, c'est combien de pieds du coup? Alors, les 15 mètres carrés, à peu près 40 pieds, si je me rappelle, D'accord, 38, ok. 40 pieds. Ouais. Voilà. Et éparpillé, donc on peut avoir facilement je veux dire, jusqu'à 15 entre 12 et 15 kilos. Hein, c'est-à-dire, Hmm. maintenant, ça dépend, parce que, c'est-à-dire, moi, j'ai été surpris, j'ai beau expliquer, c'est-à-dire, la courgette, il y a une taille à respecter, c'est-à-dire le Oui. calibre, Eh et oui. la variété, alors eux, ils laissaient, ils disaient, moi, au lieu de vendre 20 courgettes, avec, c'est-à-dire le poids de, je vais dire, 100 grammes, je vends 4 courgettes, chaque courgette, elle pèse 2 kilos. Donc, ils préféraient donc une récolte de poids. Et, oui, c'était quelque chose Ouais. de très. Donc là, c'est un substrat, un substrat donc, qui a été fabriqué avec le biochar. Un sol qui est devenu léger, bien drainé, riche en matière organique, vivant. Et là, donc, avec le biochar, donc, on est passé à un modèle de production avec des pratiques agroécologiques. Voilà, donc ça c'était pour le Tchad. Le Sénégal, la même chose, donc là on est au nord-ouest, c'est-à-dire du Sénégal, on n'est pas loin de la Mauritanie. Il y a le fleuve qui Sénégal. Hmm. sépare, voilà, le fleuve Sénégal qui sépare. On est dans la région donc comment ça s'appelle, d'Agana, c'est à Bokhol, la localité s'appelle Bokhol. Donc aussi, donc ça aussi c'était un projet pour améliorer la nutrition. Et donc là, on voit la photo de gauche aussi, le sol qui est compact, c'est comme avec une structure, c'est-à-dire qui est sablo-argileuse, mais un sol qui n'est pas travaillé, comme on l'a vu pour le Tchad. Et donc là, euh, c'est-à-dire c'est la même série d'opérations, c'est-à-dire partir un sol dégradé à un sol qui devient fertile. Donc là, les planches, le biochar qu'on est en train de, c'est-à-dire, d'étaler. Et là, après, donc, on voit donc, sur la photo, au milieu, donc, c'est la culture de gombo. On voit l'état de croissance. C'est la culture de gombo, donc elle était déjà, c'est-à-dire sous le voile. L'état de croissance, l'état de la végétation, donc on voit que c'est des plants sains, il n'y a pas de maladie, il y a un bon développement.
Et donc, le résultat, là, c'est-à-dire, il est remarquable parce que c'est le résultat qui est là, qui donne, c'est-à-dire le résultat lui-même. C'est-à-dire, il y a rien à, c'est la photo qui parle d'elle-même. Donc là, on peut passer aussi après donc, en Mauritanie. Donc là, on est dans un écosystème désertique, même semi-aridé, encore désertique. Donc là, c'était avec le FIDA. C'était en 2011. Donc, on est dans la région du Trarza, au sud de la Mauritanie. On voit l'état du sol, c'est des particules qui sont très fines, la couleur ocre, c'est du sable très 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 fin. On peut même se doucher avec, on peut faire ces ablutions, comme me l'ont dit les bénéficiaires du projet. Et donc, la capacité de détention, donc, elle est nulle, comme vous le savez, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau des nutriments. Donc, il y a un sol qui est squelettique, qui est maigre. Et là, donc, la photo de droite, c'est-à-dire comment, parce qu'entre la première photo de gauche et la photo de droite, il y a une série d'opérations qui ont été faites. Donc, ce n'est pas le but de ce webinaire. Ça sera peut-être, on aura l'occasion, peut-être dans d'autres webinaires, Gilles, il en parlera tout à l'heure. Et là, donc, la photo de droite, donc c'est comme celle que j'ai présentée pour le Tchad et le Sénégal. On voit donc les 4 planches. Là, on est en train de semer. Et donc, la photo suivante. Pardon. Voilà. Donc là, c'est la culture de, comment on appelle ça, de courgettes. Voilà, c'est quelques jours après, au stade de 3 ou 4 feuilles, quelques jours après la date du semis. Et donc à droite, c'est la famille qui a bénéficié, c'est la famille qui a bénéficié du projet. Et là, voilà, c'est bon. Donc ils attendent. Là, ils font des prières ils attendent que les graines germent et ils commencent donc à passer à l'autoconsommation, à l'autoproduction pour l'autoconsommation. Donc c'est le but. Donc là, c'est une photo que j'ai trouvée, c'est-à-dire j'ai visité donc cette belle serre, je vais dire traditionnelle, cette innovation traditionnelle avec les savoirs, je vais dire, faire locaux. Donc c'est une serre qui a été confectionnée par les locaux, par les agriculteurs. C'est un système de protection avec des cultures associées. C'est des morceaux de tissu que les femmes portent, utilisent pour leur voile aussi. Et donc, même pour les rideaux pour les maisons, etc. Donc, on l'utilisait, nous aussi, je me rappelle. Et là, donc, le but de cette serre avec des morceaux de tissu, c'est pour protéger les cultures contre le vent de sable, pour créer une certaine humidité. Et donc, elle joue aussi le rôle, donc, en plus d'une serre, même d'une ombrière. Et voilà, donc c'est une technologie, une innovation, c'est-à-dire locale, voilà, c'est-à-dire initiée par les agriculteurs locaux. Voilà. Là, ensuite, on passe au Burkina Faso. Donc, Burkina Faso, il y a 3 régions. On va commencer par la région ouest du Burkina. Donc, c'est un projet en 2012. C'est avec toujours Pro Natura International, donc, et en partenariat avec l'association des Sœurs. Là, c'est les Sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso. On est à Bobo Dioulasso, à peu près à 400 km d'Ouagadougou. Et donc, on voit l'état du sol. C'est des sols, ce sol aussi, donc sablo-argileux, des sols qui ont perdu leur fertilité, qui n'ont jamais été travaillés. Et donc là, on a pensé donc à installer donc avec le biochar, de créer un écosystème productif en produisant des cultures pour l'alimentation des 400 sœurs qui vivent c'est-à-dire qui sont dans cette association, qui vivent dans ce collège. Et là, donc, la photo de droite, c'est la même chose, donc les mêmes étapes, les mêmes opérations, le même mode opératoire, je vais dire. Donc, c'est l'étalement de biochar par les sœurs, étalement de 1 kg par mètre carré. Là, donc, c'est la préparation, donc, c'est le dosage. Là, une photo où je suis en train j'ai lancé donc l'opération étalement du biochar. Les sœurs qui continuent, donc la photo de droite, la troisième photo. Des jeunes aussi, des volontaires qui sont venus ici pour nous aider pour l'incorporation du biochar, l'incorporer de façon superficielle quelques centimètres. Et la photo du milieu, donc comment dirais-je, c'est le produit final. Donc on a les 4 planches de culture avec un véritable aménagement qui a été conçu au début, avec un plan. Donc là maintenant, c'est l'ensemencement ou bien c'est le repiquage avec l'installation du système d'irrigation.
Et après, donc, c'est le suivi technique, c'est l'encadrement, c'est le plus important. Et après, donc là, on a une photo, on a une photo de concombre. Là, c'est les premiers résultats, les premiers résultats de, comment dirais-je, de cette, je vais dire, cette œuvre-là. Voilà, donc là, on peut passer au Burkina, on continue au Burkina Faso, aller maintenant au centre. Donc là, on est à 15 km d'Ouagadougou, c'est la commune de Tanguy-Ndassori. Donc là, ça va être des jardins scolaires. Les projets qu'on a vus, c'était des projets communautaires, c'était avec les familles. Là, c'est un projet c'est-à-dire le milieu scolaire. Et c'était en 2013. Donc, il y avait 6 écoles qui étaient concernées sur les 36 écoles primaires. Au niveau de la photo de gauche, donc c'est une photo que j'ai prise. Alors là, on voit un projet, c'est-à-dire je vais dire une exploitation familiale traditionnelle, avec, je vais dire, un gaspillage d'eau, avec des rendements faibles, avec une pénibilité du travail, avec, que j'allais dire aussi, un arrosage sur les feuilles qui directement donc, va provoquer des maladies cryptogamiques. Voilà. Et juste à côté, à droite, le passage, hein, d'un autre, c'est-à-dire, je vais dire, un autre mode de production, comme, c'est-à-dire les modèles que j'ai présentés pour les pays, c'est-à-dire que les pays précédents. Donc là, on voit l'état du sol, c'est un sol sablo-argileux, avec présence un peu de calcaire. Et donc, on passe à la photo. Voilà. Donc là, cette photo, c'est pour aussi, au passage, montrer, c'est-à-dire une opération par rapport aux opérations du mode opératoire. Donc la photo de droite, c'est bon. Donc les 4 planches sont, ça y est, localisées. C'est comme 4, je vais dire, 4 jardinières, comme 4 pots de fleurs, avec la dimension, la largeur, la longueur, la profondeur. Et là, on a fait un travail c'est-à-dire beaucoup plus de profondeur du sol qu'un travail de surface. Parce que la surface, c'est les 30 cm, ça c'est la partie féconde dont on a besoin, mais en profondeur, parce qu'après, le travail en profondeur va retenir l'eau, l'humidité du sol, c'est-à-dire va jouer, c'est-à-dire un autre rôle par rapport c'est-à-dire aux cultures qui sont mises en place. Donc la suite, donc là, on est en train donc de préparer, c'est-à-dire de faire l'étalement. Donc c'est des photos différentes. Donc c'est des femmes, hein. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. 99% c'était que des femmes. C'était les mamans des élèves des écoles qui sont venus. Il y avait même des hommes, ils étaient occupés, ils faisaient autre chose. C'était autre chose. Et là, la suite, s'il te plaît. Et là, donc, on voit la nature des sols, c'est-à-dire rien que pour montrer, c'est-à-dire c'était des sols qui sont très durs, qui sont très compacts, qui sont très pauvres. Et il y a eu même des sols ferrugineux, on a eu affaire à des sols ferrugineux, que ce soit la photo 1, 2, 3 en haut. 4, donc là c'est bon, donc le biochar a été étalé, on a je vais dire, notre pot de fleurs de 15 mètres carrés, il est bon, prêt pour passer c'est-à-dire à la phase semis. La photo du milieu, donc là, c'est les élèves qu'on a regroupés une fois qu'on a terminé, c'est-à-dire l'opération création c'est-à-dire du jardin, c'est-à-dire ce nouveau écosystème. Et la photo de droite aussi, donc avec les élèves, ils étaient contents. Donc vous allez encore voir dans l'autre photo comment encore ils sont beaucoup plus contents, parce que là, ils sont avec le directeur de l'école, une des 6 écoles. Donc à gauche, là, on voit une planche de melon Cantalou. Donc, c'était la première fois donc, qu'on a introduit donc, ce melon Cantalou dans cette région. Et là, donc, la photo suivante, donc c'est une photo de concombre. Non, non, pas la photo, tu retournes. Voilà, la deuxième photo. Donc, c'est le concombre et les autres. Donc, c'est la courgette, il y a le concombre, il y a le gombo. Et là, ce qui est bien, c'est les écoles, elles ont des cantines, mais elles ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent, mais c'est parce qu'il n'y a pas pour acheter des légumes par rapport au budget, etc. Et donc, ces légumes sont produits pour la cantine, pour alimenter la cantine.
Donc, on passe de la monoalimentation à une alimentation diversifiée par rapport au riz. Et l'excédent, il est vendu sur le marché local. C'est ça pour permettre donc à la cantine, après, d'acheter les ustensiles, de gérer la cantine et d'améliorer, de maintenir la cantine toujours, une cantine, c'est-à-dire qui répond aux besoins des élèves. C'est ça le but. Donc, c'est tout un. Voilà. S'il te plaît, voilà. Donc, cette photo-là, donc c'est une photo, donc vue générale d'un jardin dans un milieu. L'école, elle est au fond à droite. Elle est à droite. Et là, donc, c'est une création humaine. Moi, je dis ça. C'est comme l'Oasis. C'est une Muriel, je ne sais pas si elle m'entend. C'est une création humaine. C'est un écosystème avec des interactions. Donc, il faut bien sûr maintenant comprendre entre les végétaux, les hommes, les animaux, mais aussi les éléments biologiques, physiques et, je vais dire, et chimiques. Et donc, c'est un jardin modèle que nous comptons, c'est-à-dire essaimer, dupliquer, reproduire, que ce soit au Burkina ou dans d'autres pays, comme cela a été fait les années passées. Voilà. Donc là, on Alors, continue, il Gilles. faut que j'aille On chercher reste. le deuxième. Il faut que j'aille chercher le Ah deuxième oui, ah oui, photo, voilà, pardon. oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On reste toujours au Burkina. Moi, je vais essayer de continuer. On reste Alors, toujours au Burkina. pardon. Voilà, donc. Attends, ça va venir, ça va Ouais, venir. Hop, ouais. voilà. Voilà. Ah, je vois qu'il y a des messages dans le chat. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir les messages quand je suis en fait en partage Ah d'écran. oui, ah Donc oui. on regardera, de toute façon, on reprendra toutes les questions qu'il y a après, voilà, après la conférence. De toute façon. D'accord. On répondra à tout ça. Bien, alors là donc, au Burkina, donc j'ai eu de la chance, les Burkinabés, ils étaient intéressés par. Donc, c'était donc la région Est. Donc là, on est en allant vers le Togo, région Voilà, Est. ça y est. On est à 150 km donc, de Ouagadougou. Et donc, c'est un projet donc, qui a été lancé en 2012 dans la région de Koupéla, comme je l'ai dit. Et c'était donc un projet pour améliorer la sécurité alimentaire des familles et la prévention donc, de la malnutrition. Donc, il y avait 3 villages qui étaient je veux dire, concernés. Et donc, on voit aussi la nature du sol, des sols très compacts, des sols durs. Là, les sols ils étaient très, très compacts. Hein. C'est-à-dire, même les outils qu'on utilisait, il fallait des bras pour. Moi, j'ai essayé, c'était quelque chose de. Mais à la fin, on a réussi parce que plus important, comme je leur expliquais, nous, on a besoin, je leur dis, de 30 centimètres. On va travailler cette couche féconde. C'est cette couche de 30 centimètres qui va nous donner de la nourriture. On va bien la travailler et après, vous allez être content. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va récolter. Donc, c'était ça le message. Donc là, c'est comme pour les autres pays, les autres projets. Donc, vous voyez à droite, c'est-à-dire comment on est passé de la photo 1 à la photo 2, avec les quatre, je vais dire, pots de fleurs. On continue. Voilà. Et là, donc, voilà le résultat. Après quelques semaines, je vais dire exactement 2 mois, après 2 mois, donc on a ce modèle, ce jardin associé avec les quatre planches, avec des rangées où on a planté du maïs. Et même sur l'initiative donc, de l'agriculteur, il m'a demandé s'il pouvait, donc il l'a fait. Donc il a planté avec le maïs, les rangées de maïs qui servent. Le but, c'était de servir je vais dire, de brise-vent, de protection. Donc, il a repiqué donc comment ça s'appelle, Aubergine. des Aubergine. aubergines. Voilà, des aubergines. Donc, on continue. Là, donc, on voit sur la photo la culture donc, de gombo. Là, le rendement, je me rappelle, sur les documents que j'ai, c'est 160 kilos. Donc, on voit aussi l'état de la végétation. C'est quelque chose d'impressionnant. La vivacité, la photo à côté, donc aussi, donc c'est le jardin, c'est-à-dire le jardin émerveillé, c'est-à-dire avant et après. La photo suivante. La même chose aussi, donc à gauche, c'est ce modèle de jardin, je vais dire novateur. Et la photo de droite, la récolte, première récolte de concombre.
Donc là, le poids, c'est-à-dire le calibre, mais il a suivi un peu mes conseils. Sinon, le concombre, il pouvait atteindre jusqu'à peut-être 1,5 kg ou bien. L'essentiel, mais ils étaient contents, ils étaient heureux parce que c'était quelque chose, voilà. Donc, on continue pour la photo suivante. Donc là, c'est la culture de gombo, on voit l'état végétatif. Là, c'est la récolte, hein, la récolte de gombo. La photo suivante, là, c'est une variété de, comment on appelle ça, de Le piment piment. jaune. Voilà, piment jaune, piment local. Ils voulaient, je leur dis, voilà, on va essayer de faire des essais sur toutes les variétés, les espèces locales. Donc, on a lancé ça. L'aubergine aussi, c'est l'aubergine africaine que vous voyez à droite. Donc, c'est une variété locale qu'on a développée. Elle a donné de très bons résultats sur le terroir que nous avons fabriqué, sur le substrat qui a été fabriqué par tout c'est-à-dire les différents, je vais dire, bénéficiaires, du projet. Donc voilà. Après, donc là, on va aller vers la Tanzanie. On va aller un peu plus loin. Ça. On va se rapprocher de l'océan Indien. Donc là, donc c'est une photo. Donc c'est un projet avec Sodexo, France et Tanzanie, l'Institut agricole Metouara et une association, groupe de femmes Persévérance. Donc là, c'était que des femmes, une association de femmes. Et donc le projet, c'était en 2012, c'est à l'ouest de Dar es Salaam, sur le plateau, sur le plateau, à 700 km de Dar es Salaam. Donc on voit la texture du sol, un sol sableux, argileux, un sol aussi pauvre. Donc c'est les mêmes étapes, de la photo 1 à la photo 2. Après la photo 3, donc là, c'est le biochar, l'étalement du biochar. Donc là, si vous voyez donc au fond, donc c'est un brise-vent qui a été confectionné avec les palmes de cocotier qu'on a ramené. Donc on a clôturé directement le, et là, ce projet-là, il était destiné pour approvisionner une partie, donc pour l'autoconsommation donc des familles, les femmes, et en même temps pour approvisionner la base de vie de Sodexo, qui est sur place, qui est à Métoira. Et donc là, la photo aussi de droite, on voit, c'est-à-dire les femmes qui sont en train d'incorporer le biochar avec les pelles bêches. Et la différence entre les 4 pots et la partie c'est-à-dire qui est à l'extérieur du pot, c'est-à-dire que la partie sable qui est restée sable. Et là, voilà, donc là, on arrose, c'est les semis, les premiers semis. On arrose. La photo, voilà, donc là, avec le voile de culture pour protéger, la protection avec les palmiers de cocotier, avec on voit aussi donc l'état de la végétation des cultures. Donc, il y a une diversification de cultures. Il y a le melon cantaloupe, il y a le concombre, il y a le gombo, il y a aussi le gombo, voilà, il y avait le gombo, il y avait l'aubergine. Il y avait 4 ou 5 cultures qu'on avait lancées. Et donc là, ça aussi, c'est une photo, c'est en Tanzanie. Donc on voit ça à gauche, c'est le concombre, hein, le concombre, le melon cantaloupe, les 2 photos en bas. Et la photo, donc la dernière photo, c'est la haie au milieu pour séparer les planches. C'est-à-dire on a semé, c'est-à-dire du maïs. Ensuite, donc le dernier pays, parce qu'il y en a tellement, donc, le Rwanda. Donc on est au Rwanda. Donc le Rwanda, c'est connu comme la Suisse, hein. Il faut voir les beaux paysages quand vous. Ah oui, c'est quelque chose de. Donc là aussi, c'est un partenaire avec la fondation FXB. Donc là, on est à Muhunga, chef-lieu du district. C'est en 2013. On est au sud de Kigali, à 50 km seulement de Kigali. C'est avec toujours l'ONG ProNatura. Et sont dans le cadre de la promotion de l'agriculture familiale et des innovations agricoles à travers le transfert de la technologie innovante du biochar et des jardins potagers. Et là, donc, on voit comment dirais-je, il y a une photo avant, non? Ah, Qui va pardon. passer. Voilà, voilà. Donc là, on voit c'est-à-dire le paysage, les différents, c'est-à-dire le mode opératoire. Donc c'est la même chose. C'est comme on est par rapport à la topographie, on est donc au sommet des collines. Il y a le bas-fond, il y a les marais. Et voilà, donc c'est le même au mode opératoire qu'on a vu pour les différents pays. Donc on continue, Gilles. Donc là.
on voit cette transformation après quelques semaines. C'est-à-dire ces modes de production, ces jardins, qu'est-ce qu'ils nous ont donné, qu'est-ce qu'ils ont produit. Et on voit donc les photos 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, c'est-à-dire on voit, c'est-à-dire bon, il y a les cultures, le chou, la courgette, et c'est quelque chose aussi, c'est-à-dire les bénéficiaires étaient impressionnés, ils ont dit mais vous étiez où, on aimerait bien, c'est-à-dire continuer. Et donc là maintenant, il faut, c'est-à-dire le biochar, il faut le produire sur place, c'est ça la contrainte. Donc il faut développer l'industrie du biochar sur place, même ne serait-ce que avec des unités de carbochar, c'est-à-dire au niveau des villages, parce qu'il y a je veux dire, des prototypes, des modèles pour villageois. Et là, donc, c'est le paysage de la région où on a lancé avec le biochar. On voit, c'est-à-dire à gauche, comment on appelle ça, au niveau du bas-fond, hein, tout ce qui est en blanc, tout ce qui est en blanc. Donc, c'est les projets qui ont été avec le biochar, avec de nouvelles cultures, avec c'est-à-dire des techniques agroécologiques, etc. Donc, c'est quelque chose de... Ah, il est là, Brahim Zitouni. Brahim Zitouni, il est là. Oui, je vois qu'il y a encore, oui, encore on est 42 Ouais, là. Il y a encore plusieurs personnes qui sont connectées par rapport au début. Ouais. d'Algérie. Voilà, donc là, c'était une présentation, que j'allais dire. Là, donc, Et il reste. je voudrais rappeler que il reste la région Et désertique, l'Algérie, quand même. l'Algérie. Ouais, ouais. Alors, l'Algérie. Là, je voudrais rappeler avant, peut-être, que le biochar, donc en France, hein, le biochar, pour d'autres pays aussi, donc, mais on n'a pas le temps, le biochar, donc en France, il a été homologué par le ministère français de l'Agriculture en 2015 en tant que, c'est-à-dire hydro-rétenteur. Donc déjà, c'est une bonne, en 2015, en tant que hydro-rétenteur. Là, on va continuer, donc on va passer donc, à un autre continent qui est dans le continent africain, qui fait 2 millions 400 000 kilomètres carrés. Et donc, on est dans on est dans le, comment dirais-je, on est en Algérie. Entre Alger et Timimoun, il y a à peu près dans les 1200 kilomètres. Et donc là, c'est du vécu. Il y a eu 3 projets qui ont été lancés, un à Mostaganem, un autre à Simi Saoud, et celui donc que je gère actuellement je vais dire, depuis plus de 3 ans, c'est celui de Timimoun, que vous voyez donc là, projet microferme, et là il y a la photo du modèle agroécologique de Timimoun. Et donc là, c'est beaucoup plus une ferme, je vais dire pour l'instant, une ferme, c'est un espace, elle a plusieurs vocations, donc c'est une ferme, je vais dire, expérimentale, de partage de connaissances, de démonstration, de formation, de recherche participative, de vulgarisation et surtout travailler sur un référentiel, je vais dire, technico-économique. Donc là, euh, c'est comme les photos que j'avais présentées tout à l'heure, mais pour cette ferme. Donc, c'est du sable, c'est comme en Mauritanie. Donc, on voit, c'est-à-dire la planche qui a été déjà, c'est-à-dire confectionnée, le mode opératoire, l'étalement du biochar là à droite. La photo suivante, voilà, donc le biochar qui est étalé. Donc après quelques semaines, donc les différentes cultures, il y a la luzerne, il y a même, on a fait un essai même pour le gazon, Donc il y a les 2 planches de luzerne. Et ce qui est bien ici, donc là c'est le système à 5 étages, c'est le système à 5 étages. Et là, euh, je voudrais rappeler que l'innovation, donc, et la recherche donc, constante, quand on est dans une ferme comme celle-ci à l'intérieur, avec toutes les interactions, et voir comment, c'est-à-dire modéliser, même après numériser, après, c'est-à-dire comment gérer c'est-à-dire le plus facilement possible avec une base de données, etc. Donc avec des bases scientifiques, là, c'est-à-dire c'est plus. Donc l'innovation et la recherche donc constante je vais dire, d'amélioration de l'existant. Parce que moi, je suis parti sur quelque chose qui existait. Donc, et d'aller donc vers quelque chose, comment améliorer cet existant. Et c'est ça qui est le point fort de toute, je vais dire, innovation et de tout. Donc là, c'est
Donc, par rapport aux premiers résultats, avant de donner quelques chiffres, euh, en tant que, c'est-à-dire, je vais dire, premier responsable, je vais dire, un gestionnaire et initiateur du projet, donc là, je ne peux pas, c'est-à-dire, dire n'importe quoi. Donc, il y a une capitalisation de l'expérience, il y a des résultats. Au niveau d'abord, la première chose, c'est au niveau de la structure de l'eau. On a construit, on a fabriqué un substrat. Donc, et avec le biochar directement, c'est-à-dire le biochar, c'est un restructurateur. Donc, il restructure le sol. Ensuite, au niveau de la rétention de l'eau, au niveau de la rétention de l'eau et des nutriments. Au niveau de la rétention de l'eau, on a remarqué qu'il y avait une économie d'eau, qu'il y avait un taux d'humidité important qui était, c'est-à-dire maintenu c'est-à-dire dans le sol. C'est-à-dire au niveau de la gestion de l'irrigation, on n'arrosait pas tout le jour par rapport à avant et on suivait, c'est-à-dire l'humidité du sol. C'est la gestion beaucoup plus de l'humidité du sol que la gestion donc des apports d'irrigation à n'importe comment, avec des quantités, c'est-à-dire sans tenir compte du cycle végétatif, sans tenir compte, c'est-à-dire des besoins de la plante, etc. Donc, c'est la gestion du taux d'humidité du sol. Donc, on a vu aussi qu'il y avait au niveau de la germination une facilitation par rapport, c'est-à-dire à un sol sans biochar, par rapport aussi à la résistance au niveau de la sécheresse. Entre le mois de juin, juillet, août, où il fait jusqu'à 60 degrés, donc il y a une résistance des plantes, des arbres. C'est quelque chose d'impressionnant par rapport aussi au vent de sable, parce que des fois, il y a des tempêtes de sable qui durent pendant entre 4, 5 jusqu'à une semaine. Et ce vent de sable, c'est-à-dire, n'a commis aucun dégât sur, je vais dire, sur les différentes espèces qui sont cultivées au niveau de cette microferme. Au niveau du système radiculaire aussi, donc il y a un bon développement. Au niveau de la densité végétative, la protection phytosanitaire, donc au niveau des maladies. Et donc, le biochar est un catalyseur. C'est un catalyseur. Quand je dis un catalyseur, c'est-à-dire qu'il augmente la vitesse donc, de la réaction chimique sur le plan biologique, etc. Et après, donc, aussi au niveau de la productivité, donc il y a de meilleurs rendements. C'est entre 50 jusqu'à 200%. Et le biochar est aussi, donc ça, je l'ai remarqué, c'est un stabilisant du carbone dans le sol. Quand vous êtes à l'extérieur de cette microferme, je prends un exemple, par exemple, Maintenant, il fait, je vais dire qu'il fait 38 degrés. 38 degrés. Vous êtes à 38 degrés à l'extérieur de la ferme. Quand vous rentrez dans la ferme, il y a au moins 10 degrés de moins. Au moins 10 degrés, au moins. Ça dépend de la journée, entre le matin et l'après-midi. Donc, il y a un écart, déjà, vous gagnez, c'est-à-dire au niveau de la température, 10 degrés. Donc, et là, c'est le rôle donc, de cet écosystème qui a été, c'est-à-dire revu avec des cultures à étages, 5 étages, etc. Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra après, c'est-à-dire en discuter, en débattre avec Gilles et d'autres qui sont intéressés. Donc, pour les rendements, donc au niveau des céréales, il y a eu j'ai commencé par les, comment dirais-je, les variétés locales. J'ai dit, on commence par les variétés locales, vous les ramenez, hop, et on va faire des tests et on va voir. Puisque vous n'arrivez pas à avoir de bons rendements, on va faire un essai avec le biochar, avec un amendement combiné avec d'autres amendements organiques. Et on va voir, c'est-à-dire faire des comparaisons. Et donc là, il y a eu des essais pour le blé dur, l'orge, pour les variétés locales. Ensuite, il y a eu pour certains légumes toute une gamme, les fèves, les navets, la laitue, céleri. C'est-à-dire, on a commencé par les légumes qui étaient consommés, qui étaient demandés sur le marché local, c'est-à-dire au niveau du modèle de consommation par rapport à la température, par rapport, etc., par rapport aux habitudes de consommation. Et surtout, je vais dire, le céleri, la troisième photo à droite en haut, il faut voir, c'est-à-dire c'est quelque chose d'impressionnant, ça monte, il faut ramener des faucilles pour une moissonneuse. Ensuite, donc la photo de gauche, en bas, c'est le moringa, on a fait aussi une expérience pour le moringa qui pousse très vite. Ouais, voilà, la photo de gauche. Donc le moringa, c'était des graines que j'avais ramenées du Burkina,
On a fait donc des essais. La photo du milieu, donc c'est la menthe poivrée, hein, qui sont à une centaine plus de mètres avant de rentrer au niveau de la ferme avec le thé. Et ensuite, donc, une expérience aussi, des essais avec le casuarina en tant que, c'est-à-dire arbre de protection comme brise-vent. Et là, donc pour les rendements, au niveau de la date, il y a eu donc des rendements jusqu'à entre 150 et 200 kilos par palmier, alors que, c'est-à-dire avec les pratiques traditionnelles, c'est entre 60 70 kilos, ça ne dépasse pas les 70 kilos. La même chose pour la pomme de terre, multipliée par 2. La même chose pour l'orge, 1,2 kg par mètre carré. Donc moi, c'était par mètre carré. Bon, on peut ramener ça à l'hectare, mais l'hectare, ça change, pas que c'est pas comme quand on est sur un mètre carré. Donc il vaut mieux partir travailler des mètres carrés pour avoir les mêmes rendements. Et après, donc maîtriser, gérer, c'est-à-dire le travail sur un hectare et sur des dizaines d'hectares. La photo suivante, là aussi, donc le tournesol aussi qui pousse très bien, qui s'adapte, qui a donné aussi de bons résultats, même au niveau de la graine. Ensuite, donc, il y a la photo de droite, c'est le jujubier. Jujubier. Là, on l'a planté pour, c'est-à-dire faire des essais avec l'association Tuisa, c'est-à-dire c'est une association alsacienne. Il y a d'autres aussi espèces qu'on a plantées, c'est pour faire développer les plantes tinctoriales. Les plantes tinctoriales, c'est des plantes, c'est-à-dire à couleur qu'on peut développer, qui existaient déjà dans la région jadis, comme dirais-je. Donc là, c'est le modèle de la microferme à 5 étages. On voit, c'est-à-dire le poirier avec les 4 planches qui sont au milieu entre 2 palmiers. Donc la photo de droite aussi la même chose. On voit c'est-à-dire le système à 5 étages. On va le voir aussi peut-être la photo suivante. Non, après donc c'est Hassim et Saoud. Donc là on est pas loin de la frontière, je vais dire algéro-tunisienne. Là c'est un projet aussi qui a été, c'est-à-dire aussi réalisé en 2000, en 2010 avec Sodexo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc c'est la même chose, donc c'est des sols, c'est du sol, c'est de la silice. Donc on a construit, on a fabriqué des substrats, des pots de fleurs, et sur lesquels on a planté, on a semé, on a repiqué des cultures, on a créé donc des modèles de jardin viables sur tous les plans. La photo suivante, Gilles. Voilà. Voilà, donc là, c'est le modèle. On est à Sine Saoud, là, donc on est toujours dans le sud. C'est pas comme Timimoun, parce que Timimoun, c'est le grand sud. Donc là, on a dépassé les ports du désert, donc c'est à 80 km d'Ouargla, ceux qui connaissent la région, c'est à Sine Saoud. Donc ça, c'est le modèle de jardin qui a été fait avec le biochar. Donc c'est un modèle productif, un modèle, je vais dire, même attractif, un modèle qui a beaucoup c'est-à-dire je vais dire de succès, c'est pas pour me vanter, et qui a c'est-à-dire attiré l'attention donc de tout là, donc c'est le résultat, donc c'est une planche de courgettes. Pourquoi la courgette? Parce que c'est une culture facile, donc c'était pour pardon, c'était pour montrer, c'est-à-dire l'efficacité et de vérifier aussi les performances et le rôle que joue ce produit, et je veux dire innovant. Voilà, donc après, Voilà. La voilà. présentation un peu de. Hein, un peu longue, mais c'est-à-dire Voilà. il y a tellement Voilà. Donc là, je vais te laisser vous m'entendez? Ouais, je vais te laisser te reposer un peu parce que là, ouais, je sens que la voix qui commence à fatiguer. Oui, avec le Je ramadan, vais là, j'ai soif. Et oui, t'as soif, oui, ça se sent que tu aurais besoin de boire. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc on va y répondre. Avant de répondre à ces questions, je vais juste vous présenter le projet que nous avons là, donc dans l'immédiat, je dirais, avec Mohamed, donc là sur la France, qui va plutôt s'adresser donc à plutôt des gens qui résident en France ou en tout cas en Europe de l'Ouest et qui ont envie de monter des projets. Alors ça va pas porter uniquement sur le biochar, ça va porter sur différents thèmes, hein. C'est une formation que l'on va vous proposer en présentiel. C'est assez rare aujourd'hui. Voilà, pour une fois, ça va pas être quelque chose en ligne. On va faire quelque chose en présentiel, comme ça on pourra observer des sols. Donc ce sera sûrement dans le sud de la France. Le lieu n'est pas encore bien déterminé. Alors attendez, je ressors le document.
Voilà, alors, voilà, il est là. Voilà, donc je vais partager mon écran à nouveau. Voilà, donc le projet que nous avons, c'est dans pas très longtemps, c'est dans un peu plus d'un mois et demi, hein, donc c'est le 4, 5, 6 juin. Alors, on a mes Château-Renard et Novès, mais ça, c'est à confirmer. Voilà, les lieux qu'on avait en vue ne sont pas confirmés. Voilà, ce sera probablement dans cette région, hein, sûrement autour d'Avignon, Arles, voilà, ce sera sûrement dans ce secteur-là, mais le lieu n'est pas totalement défini. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui sont déjà inscrites à cette formation-là, d'ailleurs, qui sont parmi les personnes qui assistent. Donc là, on va voir vraiment toutes sortes de thèmes, hein, sur la vie du sol, qu'est-ce qu'un sol vivant, comment fonctionne-t-il, quels sont les sols des zones arides, semi-arides et sudano-guinéennes, hein. Donc là, on a eu un petit aperçu là, dans cette présentation, mais on va aller un peu plus en détail. Les bases de l'agriculture sur sol vivant, la réflexion sur le travail du sol, les matières organiques, gérer la fertilité avec les plantes, comment observer un sol, estimer sa fertilité avec des moyens très simples. Les systèmes agroforestiers multi-étagés, hein, donc voilà, l'oasis bien sûr, l'agroforesterie aussi en zone de savane et de forêt, qui est assez très développée, une agroforesterie souvent traditionnelle d'ailleurs. Hein. Des démonstrations de mise en œuvre sur le terrain, donc l'utilisation du biochar bien sûr, comme nous l'avons esquissé dans ce webinaire. La mise en place du diagnostic participatif, qui sera plutôt esquissé là aussi, parce que là ce serait un très très gros morceau. Et des itinéraires techniques validés en Afrique subsaharienne, donc en Algérie notamment, mais aussi dans d'autres pays comme le Ghana ou d'autres. Alors, la suite. Voilà, pardon, voilà. Donc, voilà, le public. Hein, donc, c'est une formation qui va s'adresser à toute personne, en particulier issue de la diaspora africaine, mais pas seulement, hein, qui souhaite s'investir en Afrique ou dans un projet de développement agricole respectueux de l'environnement et des sols, un peu comme ceux que nous avons vus là dans cette présentation. Donc, les objectifs de la formation, donc être en mesure d'analyser une situation sociologique et environnementale afin de mettre en œuvre un projet agricole adapté pour améliorer la fertilité des sols. Donc, le coût de la formation avec des possibilités de prise en charge. Hein. Donc là, ça dépend de votre... Parce que voilà, c'est organisé, c'est moi qui serai l'organisateur. Donc, ma coopérative est organisme de formation. Donc, vous pouvez tout à fait demander un dossier de prise en charge de votre formation par l'OPCO dont dépend votre entreprise. Donc, soit vous-même si vous êtes chef d'entreprise, soit votre employeur si vous êtes salarié. Donc, on a un coût de 500 € par personne pour les 3 jours. Et donc, voilà, qui peut être pris en charge si besoin. Les modalités d'inscription, donc voilà, donc là vous avez un lien, donc ce fichier est disponible sur mon blog, hein, donc voilà, vous avez le lien, d'ailleurs je vais peut-être vous le mettre après dans le chat si vous le souhaitez, voilà, donc avec un chèque d'art qui sera à m'envoyer à moi donc, et à l'ordre de ma coopérative qui s'appelle Polenscope. Alors l'hébergement à confirmer, on envisageait de faire ça à l'hôtel Athéna de Château-Renard, mais c'est pas confirmé. Donc voilà, c'est pour l'hébergement, c'est à voir. Voilà. Et donc le programme plus détaillé, donc l'accueil des stagiaires à partir du jeudi soir, donc le vendredi, voilà, visite d'une ferme, observation du sol avec des moyens très simples, fonctionnement d'un sol vivant, présentation des principaux sols. On va regarder comment la mise en œuvre de certaines pratiques et les bases de la culture sur sol vivant, les apports organiques, etc. Des exemples de réalisation en Afrique, parler un petit peu du diagnostic participatif. Et puis la dernière après-midi sera vraiment réservée à la réponse à vos questions et à vos préoccupations personnelles concernant vos projets en cours ou à venir. Voilà, un petit peu ce qu'il y a. Donc là, si vous êtes intéressé par y voir, alors, je peux vous donner le lien vers j'arrête le partage d'écran, voilà. Voilà. Donc, vous avez sur mon site, il est présent. Hein, vous l'avez sur mon site, sur mon blog Jardinant Sol Vivant. Vous avez ce document qui est en ligne. Voilà, donc je vous mets le lien vers le document. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Et voilà, donc là, je vous mets le lien dans le chat vers le document. Voilà. Ah mince, pourquoi il envoie à Petramid, donc ça va pas. Surtout qu'elle a dû partir, elle a dit qu'elle devait partir en cours de formation. Voilà, et je vous donne donc éventuellement le lien si vous souhaitez. Voilà. Si vous êtes partant là tout de suite, c'est tout à fait possible. Hein, l'inscription, voilà, vous pouvez vous inscrire et puis ensuite vous enverrez le chèque d'art quand vous pourrez. Voilà, vous pouvez vous inscrire là, l'inscription sur le formulaire en ligne. Voilà, donc
Voilà pour ceci. Alors maintenant, on va passer à vos questions. Je vois que vous êtes toujours 41 en ligne. Je suis vraiment très agréablement surpris par le nombre de personnes que nous sommes là cet après-midi, hein. C'est en plus, voilà, c'est un format assez original que je propose pour la première fois avec voilà, plutôt l'après-midi. Donc ça, c'est à cause du Ramadan qu'on a fait l'après-midi. Voilà, au début, c'était prévu lundi prochain à 20h30. Et puis, Mohamed m'a dit que ça, voilà, par rapport à la rupture du jeûne, ça allait pas aller. Donc, on a trouvé un autre créneau. C'est pour ça qu'on a proposé cet après-midi. Alors, tac, tac, je reviens là où on avait laissé. Voilà, on a plusieurs présentations. Voilà, Alem, Chantal, Redouane. OK. Nicolas Beaulieu, manager QSE dans le domaine des mines et du développement durable, d'accord. Donc Billy, jardinière animatrice en jardin ouvrier à Nîmes, d'accord, très bien. Et Nicolas travaille sur le compost en Côte d'Ivoire, on a eu quelques présentations en plus. Alors, Petro, a couple of biochar resources from ProNatura International, ok, donc là on a quelques liens vers le lien, donc là c'est le commentaire est en anglais, mais voilà, donc on a, pour les anglophones, on a éventuellement des documents sur le biochar, donc liés à ProNatura, donc l'ONG pour laquelle travaillait, donc, qui organisait tous les projets dont nous a parlé Mohamed dans ce webinaire. Ok, donc voilà, donc un autre lien, voilà, Petra nous a donné plusieurs liens. Bon, c'est dommage, je ne peux pas la remercier puisqu'elle a dû partir, elle a dû partir avant la fin du diaporama, mais voilà, en tout cas, je la remercie en tout cas là, voilà, si elle jamais écoute le replay, elle l'entendra. Alors, Jean-Étienne nous demande, voilà, on arrive dans des questions plus techniques. Combien de temps entre l'application du biochar et la culture des courgettes? J'imagine que tu veux dire le repiquage des courgettes, j'imagine, ou le semis d'ailleurs, je ne sais pas si c'est du repiquage ou du semis d'ailleurs, dans le webinaire. Donc, vas-y, donc, ouais, Mohamed, je t'invite à répondre du coup à ça. Alors, est-ce que. Ah, attends, je vois que tu as désactivé ton micro, il va peut-être falloir que je le réactive moi-même. Pourquoi je ne peux pas le demander là? Attends. Un truc là. Alors, demandez là, voilà. Là, je pense que tu peux réactiver ton micro. Là, voilà, c'est bon, voilà, oui. c'est bon. Oui. Donc, la question, c'est entre le temps entre l'application du biochar et le repiquage des courgettes. Le repiquage ou semis d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est repiquage non, ou semis. c'est le jour même, hein, c'est-à-dire dès qu'on termine, parce que c'est un mode opératoire, donc il y a une succession d'opérations. Dès qu'on arrive donc à fabriquer le substrat, hein, c'est-à-dire à avoir déjà notre planche prête pour, c'est-à-dire recevoir des graines, des semis ou bien les plants à repiquer, on passe directement. Il n'y a pas de, on n'attend pas à dire peut-être un mois ou 2 ou 3 mois jusqu'à directement, c'est-à-dire Ok. voilà, Super. ça Alors, on a Redouane qui nous demande, existe-t-il une similitude quelconque entre le biochar et la roche volcanique que l'on sait très fertile? Effectivement, on voit que dans les pays où les sols sont majoritairement volcaniques, comme l'Indonésie par exemple, on peut faire 3 cultures de riz par an, hein, donc ce qui est assez énorme. Même en zone tropicale, en général, on est plutôt à 2 cultures de riz. En zone équatoriale, c'est rare qu'on en monte à 3. C'est vrai que les sols volcaniques sont particulièrement fertiles. Alors, à ton avis, est-ce que, d'après toi, il y a une similitude quelconque entre les deux? Je pense. non, je ne pense pas parce que Ouais. nous, c'est-à-dire nous avons préféré, c'est-à-dire intervenir c'est-à-dire dans les pays, c'est-à-dire sur les sols qui sont, c'est-à-dire, je vais dire, qui ont perdu leur fertilité, les sols très pauvres. C'est-à-dire et comment les régénérer, leur donner leur vitalité, comment réinventer, comment ces sols réinventent leur énergie. Voilà, pour qu'ils deviennent productifs. C'est ça. Voilà. Et pour compléter, je pourrais dire ce que va faire la richesse d'une roche volcanique, en fait, c'est qu'elle est très équilibrée et très riche en éléments fertilisants, en éléments minéraux fertilisants, hein. Donc, par exemple, en potassium, en magnésium, voilà, en calcium. Donc, c'est très très riche en ces éléments-là, et c'est pour ça que notamment que les sols volcaniques sont très fertiles. Que ce soit les sols en général sur basalte ou sur andésite, c'est un peu l'idéal. C'est un peu les sols parfaits au niveau minéral. Alors, bien sûr, ils peuvent être dégradés après au niveau à d'autres niveaux, hein, mais en tout cas au niveau vraiment fertilité minérale, c'est ce qu'on fait de mieux. Alors, Jérôme Lapierre nous demande, j'ai récupéré du compost de déchets verts venant de déchetterie et le compost monte beaucoup en température pendant le processus, surtout que la pluviométrie était importante. Il est arrivé encore chaud. On voit dedans des morceaux de bois qui se rapprochent de morceaux de charbon. Est-ce que ça pourrait dire que ça se rapproche du biochar? Alors, j'ai tendance à dire que non, parce que là, on n'est plus sur du support de culture, hein, on n'est pas sur le. Voilà.
Voilà, c'est Non, plutôt le un... biochar, ouais, il faut le pyrolyser, il faut le carboniser à une température. Donc, c'est même pas du charbon pilé. Déjà, le charbon pilé, il y a du goudron et il n'est pas conseillé, c'est-à-dire surtout si on veut faire de l'agriculture biologique. Donc là, le biochar, c'est un process avec une technologie, avec, voilà, c'est pas. Ok. Une autre question qui va un peu dans le même sens. Est-ce que Mohamed pourrait nous préciser lorsqu'il dit que le biochar n'est pas comparable à du charbon de bois, outre la taille des éléments ou le composant? Voilà. Toujours de la part de Jérôme Lapierre. Il n'est pas comparable à. Au charbon de bois. Oui, quand je dis ça, il n'est pas comparable au charbon de bois, c'est-à-dire le biochar, nous on l'utilise, c'est pour c'est-à-dire le sol, en tant qu'amendement, je vais dire amendement pour le sol. Et le charbon de bois, c'est pour, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est notamment peut-être au niveau de la porosité. Peut-être, je pense que le charbon de bois ne va pas avoir la même distribution de porosité. Je pense que le biochar, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça qui va faire Non, la différence. non, c'est-à-dire le charbon de bois, donc il y a l'utilisation. Donc si c'est pour, comment dirais-je, si c'est pour la cuisson, si c'est pour, donc maintenant il faut voir pourquoi on va le, mais c'est-à-dire la différence, c'est que le biochar, il a une forte porosité, c'est comme une éponge, et le charbon de bois, c'est pas la même chose, voilà, surtout beaucoup plus au niveau de la porosité. Ok. Alors, Bernard nous demande, alors, Mohamed nous donnera-t-il un mode d'emploi où trouver du biochar avec des contacts que l'on puisse joindre, ou comment le faire, comment l'implanter? Pourra-t-on avoir un replay, car je n'ai peur de ne pas avoir le temps de rester? Alors oui, le replay, il y aura un replay, hein. Voilà, donc ça, ce sera voilà, dans les 2 jours, quoi. D'ici lundi au plus tard. Mais en tout cas, voilà, en tout cas par rapport au contact, voilà, pour le mode d'emploi, tout ça, je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus. Oui, non, mais là, ça dit, il faut une formation pratique parce que la formation, quand on a fait tous les pays d'Afrique, les différents pays d'Afrique, donc c'est une formation qui dure en intensif, qui dure au moins 5 jours, entre 5 et 7 jours. Donc il y a la partie pratique, la partie théorique, avec des démonstrations, avec des fiches de suivi, etc. Donc il y a un enseignement, il y a une formation, je vais dire, à faire, c'est-à-dire. Et après, donc, il y a des acquis bien sûr, il y a des connaissances. Donc, c'est le plus important. C'est après, donc, c'est acquérir des connaissances sur le plan technique, au plan, je vais dire, agronomique, au plan même, je vais dire, pédologique, au niveau climatique, au niveau, c'est un ensemble. Ok, super. Alors, Hélène, c'est ce que n'arrivez que maintenant, il n'y a pas de souci, hein, bienvenue. Alors, Redouane, existe-t-il une différence quelconque entre un légume ayant poussé dans une terre végétale traditionnelle et dans celui ayant poussé dans du biochar, goût, aspect, texture, etc. Donc, plutôt les qualités, plutôt au niveau de la qualité du légume, quoi. Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus. Non, non, c'est-à-dire le biochar, c'est-à-dire tout à l'heure, j'ai dit, c'est-à-dire, ça dépend maintenant de la biomasse aussi. C'est-à-dire le biochar, la qualité du biochar. Par exemple, on peut rajouter des mycorhizes et en faire un biochar de marque. Avec le biochar, rajouter des mycorhizes. Et là, au niveau des effets bénéfiques, elles sont encore beaucoup plus performantes que le biochar, je vais dire, normal. Donc, biochar avec les mycorhizes. C'est-à-dire, On a des données là-dessus aussi, donc en inoculant à partir de spores, voilà, des D'accord, champignons, ok. voilà, des champignons. D'accord, Voilà. d'accord. Ouais. Donc ça c'est encore un autre volet. Si je Bien sûr. rentre en détail, ça va durer 1 heure Bien ou sûr, ouais, je plus d'une comprends, heure. non, mais c'est très, très C'est un intéressant. autre thème. C'est un Bien sûr. autre thème. Très intéressant. Je reconnais que dans les formations en présentiel, souvent, le volet mycorhize, c'est un volet que je trouve super important. Donc je parle bien sûr quand je présente l'activité biologique des sols. Donc ce sera intéressant de voir Voilà. Voilà, on pourrait étudier ça. Voilà, pour ceux qui seront présents là dans les Bouches-du-Rhône au mois de juin, voilà, on pourra sûrement parler de ça avec beaucoup plus en détail. Alors, Brahim, petit retard en raison de problèmes de connexion, mais bienvenue. C'est chouette que tu aies quand même pu nous rejoindre. Nicolas Crouin, à quoi servent les bâches enterrées sur les côtés des planches? Est-ce que c'est pour conserver l'humidité? Alors, le rôle de ces bâches, parce que moi je les ai enlevées après dans pas mal de. J'ai mis autre chose. Hein, c'est-à-dire que je trouve, c'est-à-dire localement, par exemple, les palmes, les fibres les fibres du palmier dattier, c'est véritable, c'est quelque chose. Donc, alors, ces bâches, le rôle numéro un, c'est donc de fixer la planche, comme un pot de fleurs.
c'est la fixation, c'est la localisation. Pour que le jardinier, le bénéficiaire, c'est-à-dire l'agriculteur, ne sort pas de ce bouquet de fleurs, de ce pot de fleurs, pardon. Tu vois, et tout est concentré dans ce pot de fleurs par rapport au nombre de graines qu'il faut semer, par rapport à la quantité d'eau, la dose, c'est-à-dire les engrais organiques, etc. Le temps, tout est, c'est-à-dire concentré, tout est maîtrisé. C'est pour maîtriser parce que j'ai remarqué, vous l'avez remarqué tout ça, c'est quand on est dans un jardin, on a 1 mètre, on veut travailler 1 mètre, après on se retrouve avec 2 mètres ou 3 mètres. Les abords, on sort, on va dans tous les sens, et après on dit le rendement il n'est pas bon, et après donc sinon on sera à l'origine de certaines maladies, certaines. Donc ce bâche il joue un rôle important, mais moi je l'ai remplacé, c'est-à-dire il y a d'autres matériaux locaux qui C'est-à-dire peuvent que tu les jouer remplaces avec tu les recouvres de fibres de palmier ou des choses comme ça? Non, 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 la bâche dont il parle, c'est la bâche qui se trouve, c'est-à-dire C'est dessus, aux ouais, abords. la Aux bâche abords, blanche. c'est les tranchées drainantes, là. C'est ça, la page blanche avec la bâche blanche, la bâche type P17, quoi. C'est ça. Non, non, la bâche blanche, donc c'est Ah, un la bâche voile. enterrée, oui, d'accord, pardon, oui, La, c'est la ok. bâche enterrée en Oui, oui, noir, pardon, oui, donc ok. c'est du polyéthylène, donc ça, c'est pour fixer la planche. Ouais, Elle fait 90 cm parce qu'on creuse jusqu'à 45 cm. ouais. 45 cm, une largeur donc il y a un mode opératoire, il y a, c'est-à-dire Ok. tout un Ok, alors travail à bonjour à faire. tous. C'est le docteur Ramin Benseman du GRFI de Philahainov, le Ah biochar. oui, ça Apparemment, vous c'est. connaissez. Ah oui, ah bien sûr. Donc, il nous Je dit que suis, le je biochar. suis membre. Tu lui dis que Mohamed, il est membre du GRFI. D'accord, ok, ok. C'est le Mais je montant, pense qu'il là. t'entend, il t'entend, je pense, hein. Le Voilà. biochar est très intéressant pour les Bonjour, cultures président. oasiennes sahariennes. Technique qui peut aider à créer de nouvelles oasis, carrément créer de nouvelles oasis, d'accord. Et des cultures sous palmier dattier. Intéressant. Alors, Jean-Étienne nous demande quelle quantité de biochar dans les terrains sableux, 1 kg par mètre carré, et quelle taille pour les particules de biochar. Donc, question très technique. Oui. Donc là, pour le biochar, nous, on a commencé par 1 kilo. C'est vrai, si c'est sur, je vais dire, une planche de 15 mètres carrés, c'est-à-dire on gère bien, c'est-à-dire, mais si on commence à dire, ah, voilà, on va faire du jardinage, et on commence c'est-à-dire donc là, c'est pour cela qu'il y a une maîtrise de l'espace c'est-à-dire exploiter, et sur 15 mètres carrés, on a 15 kilos, on a 15 kilos, c'est-à-dire on a 15 kilos de biochar qui peut, c'est-à-dire jouer son rôle sur tous les plans, c'est-à-dire en tant que, je vais dire, amendement, mais 1 kilo Ok, suffit. ok. Et pour Pour, la taille des pour les particules? arbres, alors Ouais. donc ça dépend de la pépinière, donc les arbres fruitiers, etc. On peut, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire si c'est des jeunes plantations, entre 150, 200 grammes jusqu'à aussi 1 kilo qu'on place autour des racines quand on plante. Quand Donc on dans la plante. motte, dans la motte d'arbre. Voilà, C'est intéressant voilà, parce qu'il y a Hélène, là, qui a quelques questions plus loin, qui a demandé justement quelle quantité de biochar pour les fruitiers et arbustes et à quelle profondeur. voilà. Donc Ça, ouais. j'ai Donc tu, répondu. tu- tu Voilà, le, tu le mélanges dans la motte en fait de plantation et voilà, et tu 1 kilo dans la motte. Ok. voilà, voilà. Alors, bon, Petra dans s'excuse de devoir nous quitter. Bon, je pense pas qu'elle puisse m'entendre à l'heure actuelle, mais Oui, super. En oui. tout cas, bah, tu pourras la remercier de ma part d'avoir participé. Bernard, quels sont les fournisseurs fiables qui fabriquent du biochar de qualité en France? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, il y a nombreux, mais là, c'est-à-dire, il va sur Internet, il va trouver, hein, il y a tous les prix. D'accord. T'as pas un partenaire particulier à conseiller ou je sais pas, pas Non, spécialement. non, Non. pour l'instant, non. Ok. Mais est-ce qu'il y a de biochar, certains fournisseurs qui font du biochar de meilleure qualité que d'autres? Oui, Ou- oui, oui, sur Ouais. Internet, il va trouver. C'est-à-dire, par exemple, le biochar avec des mycorhizes, il va en trouver. Bon, après, il y a D'accord. les prix. Les Hmm. prix, là. On en trouve dans les jardineries, on Hmm. en trouve pas, Dans la c'est-à-dire en jardinerie? France. Ah, j'ai Oui, jamais oui, vu. oui. En Oui, à jardinerie, du Paris, à biochar. Paris, à Paris, à D'accord. Paris. Donc, il y a un ami qui a lancé ça. Donc, je l'ai mis en contact entre nous. Donc, il a lancé D'accord. ça. Il y a Ok. aussi HL. Donc, comment dirais-je, avec des emballages différents. Il y a 500 Hmm. grammes, 500 grammes. Ah oui, c'est quelque chose. C'est Et cool. déjà, c'est-à-dire le fleuriste, là, mon ami, il était content parce qu'il m'a dit, Mohamed, mais tu m'as dit, tu m'as sauvé. Il m'a dit déjà pour arroser mes plantes, c'est-à-dire les fleurs. Donc, il utilise le biochar dans les pots de fleurs qu'il vend au D'accord. niveau du magasin. Donc, même au niveau de l'arrosage, il a diminué le nombre de, c'est-à-dire D'accord.
la quantité d'eau, etc. Et donc, ça retient l'eau et il le vend aussi. Quand il le vend déjà avec le… Ah oui, non, Ok. Ça veut dire qu'on pourrait le mélanger à faire des terreaux à base de biochar, tu veux dire des choses comme ça? bon, le terreau déjà il est fait, mais on le rajoute. Donc si on le rajoute, donc ça va D'accord. encore donner, hein, Ok. ça va booster Intéressant. surtout au Très niveau de la intéressant. rétention de l'eau, des Alors, nutriments. moi, je vois qu'il y a Mohamed Lamine qui a levé la main. Alors, je préfère que tu poses ta question dans le chat, Mohamed, et après, voilà, éventuellement, tu donneras la parole si tu as besoin de précision. Mais voilà, je préfère Mohamed, que voilà, c'est plus simple. Ça permet comme ça de descendre les questions dans ah ben, l'ordre où elles ont été posées. Mohamed Lamine de Alors, Ouegla, là, voilà. Donc, il a Hélène, pas… du coup, on a répondu à ta question, du coup, un petit peu avant d'y arriver, sur les fruitiers. Jean-Étienne, comment est fabriqué le substrat dont parle Mohamed? Alors, le substrat, on parle du biochar, là, je pense. Je suis pas… Oui, là, non, 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 lui il parle du substrat, c'est-à-dire il parle de y compris le biochar. Donc là aussi il y a une formation, une formation pratique, théorique. Et là, si je vais commencer à parler, D'accord. la rupture du jaune, je vais pas, je vais rater la rupture du jaune. Ok, ça marche. Ça Donc, marche. Ok, donc Bidi a dû nous quitter aussi. Sarda Matisse, je cultive des vignes et des oliviers dans l'Hérault. Avez-vous fait des essais? oui, oui, sur l'olivier, sur la vigne, il y a eu des essais et c'est la même chose. Donc, il a un effet, c'est-à-dire bénéfique sur la croissance, C'est des essais qui ont sur… été menés en France ou en Afrique Non, du Sud? non, 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 c'est en Algérie. En Algérie, d'accord, ok. Oui, j'ai mené ça, c'est-à-dire au niveau de la microferme, sur des plants D'accord. de vignes, hein, la variété cardinale, je me rappelle, et sur les oliviers, puisque les oliviers poussent très bien Bien sûr. dans les régions sahariennes. Ils poussent très bien. D'accord, ok. Et il y a des publications dessus, du coup, si Sarda Matisse veut. Alors en France, maintenant, ça dépend donc maintenant de la texture du sol, la structure, ça dépend aussi c'est-à-dire du sol, du sol. Ouais, d'accord. Si le sol il est bon, s'il est fertile, donc il vaut mieux ne pas gaspiller, acheter du biochar, le mettre dans un sol qui est très fertile ou bien qui a Hmm, de bonne qualité, un sol d'accord. vivant, où il y a des vers de terre, où Ok. il y a Hmm, beaucoup d'humus, hein, d'accord. sur le… Ok. Ok, ça marche. Alors, du coup, alors Nicolas Beaulieu, pouvez-vous parler brièvement du matériel associé au processus? Ah, pardon, j'ai oublié une question de Françoise Gauthier, je crois. Dans les Alpes de Haute-Provence, où peut-on trouver du biochar ici dans le sud de la France? Dans le sud de la France, je ne sais pas, mais Pas c'est-à-dire, spécialement. elle peut aller aussi sur Internet et Hmm, chercher quels sont les ok, biochars, les vendeurs, les fabricants et les vendeurs. Parce que les ok, fabricants, c'est eux qui vendent. Donc, ok. Ça marche. Alors, Nicolas Beaulieu, donc pouvez-vous nous parler brièvement du matériel associé au processus de pyrolyse? le matériel. Le matériel pour pyrolyser, quoi, pour les fours, enfin, je sais pas, les fours, je sais pas comment on appelle ça, pour… Oui, donc là, donc c'est un carbochar, c'est un carbonisateur. C'est un carbonisateur. C'est une unité, une usine. Donc, il y a une étude de faisabilité à faire d'abord par rapport à la biomasse, avant de se lancer c'est-à-dire à installer c'est-à-dire une unité industrielle de carbonisation. On a en amont donc la biomasse. Ensuite, euh, après, donc, maintenant, en fonction de la biomasse, en fonction de la demande aussi, en fonction du coût, voir, c'est-à-dire où installer cette machine, hein, préparer, c'est-à-dire tout un ensemble, un abri, etc., l'électricité, l'eau, et je crois, euh, c'est-à-dire il faut voir aussi le prix de la machine, combien ça coûte, l'investissement. Donc c'est un investissement, voilà, c'est un Mais investissement. c'est obligé à l'échelle industrielle parce qu'il me semble avoir déjà vu dans certaines personnes qui faisaient des expériences de biochar avec à échelle artisanale avec des tout petits fours aussi. Mais ça, c'est du biochar qui n'est pas pyrolysé sans oxygène. D'accord, donc c'est moins bonne qualité. Voilà, c'est moins de D'accord. qualité. Donc, le taux de carbone, il est peut-être de 5, 6, il ne dépasse Hmm. pas les 10%. D'accord, ok. Donc, ici, le taux de carbone est faible. Donc, les effets, les performances sur le sol, sur la restructuration, sur la rétention, etc., seront faibles. Et D'accord, donc, ok. ça aura un effet sur la productivité des cultures, des sols et des cultures. D'accord, Donc ok. là, il faut le carboniser. Il faut passer par D'accord. Et, une du coup, pyrolyse.
À Timimoun, tu as une unité comme ça industrielle de Non, carbone? Non. non, donc il y a des investisseurs. Il y a Mohamed Lamine là qui a Oui, demandé, qui a levé effectivement. le doigt. Oui. Donc lui, il est intéressé pour lancer une unité de fabrication, une grande unité à Ouergla, hein, dans le sud D'accord, ok. algérien. C'est pas loin de Hassim et Saoud. Et pour donc le fabriquer du biochar pour l'Algérie, hein, et en même temps pour les pays d'Afrique, puisque par rapport à la Hmm. transsaharienne par route, il revient moins cher que de le prendre par bateau, Et oui, hein, bien sûr, de oui, oui. Paris ou bien de la Suisse jusqu'en Côte d'Ivoire, rester D'accord, 40 jours. Donc, il a un projet en vue comme ça pour ok, produire pour l'Algérie et pour d'accord. le. Alors, Nehari nous demande, le gain d'eau dépend-il de la nature du sol? Pour le cas du Timimoun, c'est combien en pourcentage? Alors, le gain d'eau, il dépend de la nature du sol, bien sûr, et il C'est-à-dire que le dépend plus aussi. important sur un sol sableux, on va avoir plus d'effet en sol sableux, c'est ça, peut-être, j'imagine? Non, même sur le sol sableux, une fois qu'on a, c'est-à-dire travaillé, on a bien, c'est-à-dire, je veux dire, construire ce support, ce substrat dont j'insiste toujours par rapport aux amendements, par rapport aussi à la technique d'irrigation. Donc, c'est du goutte à goutte, parce que là, au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de Timimoun, c'est même pas du goutte à goutte, c'est un répartiteur d'eau qui répartit l'eau sur les 15 mètres carrés et qui conserve avec le voile et avec le biochar qui conserve ce taux d'humidité. Donc là, c'est un répartiteur d'eau qui répartit l'eau sur ce pot de fleurs. Et le gain, il est jusqu'à 60% d'économie d'eau. D'accord, Peut faire jusqu'à ok. 60% d'économie d'eau. Déjà, rien que le voile, il joue un rôle au niveau Hmm. de la rétention, c'est-à-dire il retient Et oui, l'humidité bien à sûr. Oui, c'est qu'il l'intérieur. y a deux effets. Il y Voilà, a l'effet du voile et l'effet du biochar. Oui, il y a un double effet. voilà, il est fait du J'imagine que le biochar. voile, du coup, il capte la rosée, c'est ça? Il doit capter la rosée, tout ça, comme ça. Voilà. Et en même temps, même, c'est-à-dire le voile, au niveau de certaines maladies, au niveau de certains insectes, c'est-à-dire certains, donc aussi, il protège contre même contre le vent de sable aussi. Il Hmm. protège et il Eh crée oui, donc, ok, il crée, comment dirais-je, un écosystème d'accord. à l'intérieur. Ouais. Ok. Alors, il y a Amine Trabelsi qui nous demande quelle est la méthode de formation du biochar. Donc là, bon, en as un petit peu parlé juste avant dans la question sur le matériel. Tout là, je sais que Oui. ça va être difficile d'aller plus en détail, je pense, dans le Ah cadre de oui, cette non, conférence. non. Redouane, biochar pyrolysé, combien coûte cette action? Et l'outil de pyrolysation est-il accessible? Est-ce un simple four ou bien est-ce une machine ultra sophistiquée, donc coûteuse? Donc là, tu en as en partie répondu. Peut-être la première question, combien coûte cette action, peut-être, surtout? Alors, c'est-à-dire si on prend un carbochar villageois, c'est-à-dire bien sûr avec comment dirais-je, une pyrolyse, hein, c'est une machine artisanale, Ouais. hein, qui va fabriquer du biochar, je veux dire même de qualité, parce qu'il faut une étude de faisabilité. Après, il y a l'installation, la mise en place et après, donc, il y a une formation, comment utiliser cette machine. Donc, c'est entre, je vais dire, l'ancien prix, donc ça fait 4 ou 5 ans, c'est entre 20 et 30 000 euros. Maintenant, il faut revoir ça, il faut faire donc une proposition, et refaire, c'est-à-dire et voir par rapport à déjà le lieu, c'est-à-dire il faut voir le contexte, où est-ce qu'on va installer, où est-ce qu'on Ouais. on veut installer cette machine, Hmm. quel est le lieu d'intervention et par rapport à quoi, par rapport. Et après, donc, c'est à partir de l'étude, c'est elle qui va nous orienter D'accord. vers la faisabilité Ok. d'intégrer, de développer, de produire du biochar, voilà, de fabriquer du biochar. Ça marche. Enfin, je vois que Roland saluait Mohamed Lamine. Décidément, il a l'air d'être connu par beaucoup de monde, ce Mohamed Lamine. Bonjour Roland. Euh, Roland, il était à Timimoun en 2019, Super, d'accord. juste Super, avant le super. virus, pendant une Et oui, semaine, c'est ça. pendant 10 jours. Il a assisté au deuxième colloque. Alors, il y a Redouane qui est décidément très bavard. Le principe de pyrolyse provoque-t-il du CO2 ou pas du tout? Non, Bonne il question ne produit intéressante, pas. hein. Pas Non, du non, tout. non, Donc, le non. carbone, il Ah reste oui, ah oui. entièrement dans la Ah oui, matière. ah oui. D'accord, ok. Donc, on C'est- dégage surtout il quoi peut- on dégage de il peut- l'eau, surtout de la vapeur d'eau, des choses comme ça. il y a de la vapeur d'eau, de la vapeur d'eau, mais il n'est pas polluant, c'est-à-dire on ne Ah, bien pollue sûr. pas, au contraire, c'est-à-dire Bien on sûr. réduit les effets des Ok. gaz à effet de serre. Ok, alors Sarda Matisse nous demande dans ces cultures. Alors, je pense que tu parlais de la vigne, hein, si mes souvenirs sont bons. Je pense que la suite à une question qui a été posée plus haut. Je crois que c'est sur la vigne, Sarda.
ouais, je sais plus. C'est un peu loin, j'arrive pas à remonter jusque là. Bon. Alors, je pense que c'était sur la vigne ou les, ou les oliviers. Dans ces cultures, le taux d'humus est bas, 1%. Quelle dose de biochar faudrait-il mettre par hectare? Par hectare, moi, c'est par arbre. Par arbre, ouais, vas-y. Par Par arbre arbre, ou c'est mieux ou parce par pied de vigne? Ben, je me sens que c'était la vigne voilà, qui disait ça. voilà, voilà, voilà. C'est par Ouais. arbre, c'est par pied de vigne, c'est par chaque. Parce que C'est quoi? pourquoi on va mettre sur un hectare? Parce C'est 1 qu'un kilo par hectare, il pied, faut. non? Si on prend un hectare, c'est au moins 10 tonnes. Minimum, c'est 10 tonnes Ouais. par hectare. Mais Hmm. si c'est par pied, on va économiser. Ça va être même pas la moitié. On va prendre, je sais pas Hmm. moi, on va dire, on a 400 pieds. On va mettre pour chaque pied, on va mettre au maximum, si on veut, c'est-à-dire pour être à l'aise, on va mettre 1 kilo. Ouais. Donc, on va avoir 4 kilos, on ne va pas avoir 10 tonnes. Donc là, il y a Ok. une économie de sol, économie de temps, économie de biochar, économie. D'accord, ok. Alors, on a à l'instant Vulverec, chez Vulveric, je sais pas trop, c'est en Europe du Nord, ça, hein, Pays-Bas, je sais pas. Un rocket stove pourrait-il convenir pour la pyrolyse du biochar? Alors, je sais pas si tu connais un peu les rocket stoves, Mohamed. Non. Benoît Vulveric, ok. Ok, oui, c'est plus facile avec le prénom. Voilà, donc, ouais, donc, je sais pas si tu as des connaissances là-dessus. C'est vrai que c'est assez spécifique, le rocket stove, donc, ouais. Je saurais pas te répondre non plus parce que je Ah ne oui, oui. maîtrise ni très bien le Non, mais rocket stove, ni. qu'est-ce Mais en qu'il fait, veut le dire rocket là stove, par. je sais que c'est une sorte de poêle particulièrement efficace pour le chauffage, qu'on peut plutôt utiliser pour le chauffage des maisons, Non, quoi. non, non, c'est pas. Mais a C'est priori, c'est pas. déconseillé, c'est déconseillé. C'est comme des cocottes. C'est comme moi, j'ai vu, c'est-à-dire dans des fûts. Dans des fûts, on met un trou en bas, un truc, une petite Hmm. cheminée, un truc, et après on ramène des résidus de bois et on met tout à l'intérieur. Et après, on dit voilà, c'est du biochar. On ouvre en bas et on sort. C'est pas du biochar, Hmm. c'est C'est un n'importe double, quoi. ouais. Il parle que c'est un double combustion, oui. Donc c'est vrai que le rocket stove, c'est un peu différent. Mais bon, effectivement, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est vrai que voilà, il faut après, ouais, il faut connaître le principe du rocket stove. Ouais, c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Bon, a priori non, mais voilà, il faudrait voir plus des détails le fonctionnement du rocket stove. Chantal, sur un terrain cultivé, faut-il chaque année procéder à la même quantité d'épandage? Non, 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 non. Au contraire, donc le biochar, par rapport, c'est-à-dire vu sa porosité qui est forte, donc il capte et après il libère dans le temps. Donc le biochar, on peut, c'est-à-dire intervenir entre 30, 40 jusqu'à 30 ans, maximum Ouais, 30 c'est ans, ça, ouais, c'est-à-dire c'est assez long. 30 ans. Voilà. Mais Ok. on peut, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire de temps en temps, en fonction de chacun, c'est-à-dire à lui de voir, c'est-à-dire Mm. s'il fait des analyses de sol, etc. Mais il a, c'est-à-dire il a je veux dire, dans le Très long stable. terme, Mm. voilà, il Très intervient dans stable. le temps, c'est un stabilisant du carbone, C'est voilà. ça. Ouais. Déjà, lui, il stabilise le carbone. Ok, et donc du coup, alors c'est vrai que alors, du coup, Mohamed Lamine, donc attends, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, je vois quoi. Alors peut-être, il faut que je te retrouve là au milieu. Attends, est-ce que je me trompe? Voilà, Mohamed Lamine. Je, zut, supprimer l'épingle, c'est pas ça. Voilà, comme tu voulais, voilà, je te vais te donner la parole. Voilà, c'est bon, voilà, vous pouvez. Je pense que vous pouvez activer votre micro. Voilà, Alors, bonjour à tout le monde. bonjour, Bonjour, bonjour. salam, bonjour. Mohamed et tous nos amis qui sont pendant le ramadan, je vous leur souhaite un bon ramadan. Merci, Aux merci. autres, Inch'Allah, et vous participez avec nous à la fête de fin du ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Euh, Moi, en fait, j'interviens simplement en tant qu'investisseur. J'ai un projet avec, bien sûr, l'aide de Mohamed et de ProNatura. Et donc une unité de production de biochar à Ouargla. Nous disposons de suffisamment donc, de matière. La matière première essentielle étant, bien sûr, les huiles palmiers. J'ai assisté avec Mohamed dans son projet à Timimoun, à plusieurs manifestations, et j'ai vraiment profité de tout cela. Voilà donc en gros, et je renouvelle donc mes salutations à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà, ben super. Ben écoute,
D'ailleurs, tu parlais d'invitation, même si c'est un peu plus loin dans le temps, mais c'est vrai que il y a le fameux colloque que tu avais organisé en 2019, que tu devais organiser fin mars, là, qui finalement a été reporté pour crise Le sanitaire. sommet, Voilà, le voilà sommet, le le sommet des sommet des Oasis. Oasis. Voilà, Tu vas sommet des assister Oasis, là. voilà, serait, voilà, j'y suis attendu, effectivement, donc Ah oui, là, tu vas qui est attendre. programmé pour la fin du mois d'octobre. Voilà, Voilà, du 23 au 27. 21 octobre. Voilà, donc si vous avez envie, voilà, de venir Ouais. en Algérie voir tout ça, ben, voilà, vous pouvez vous mettre en contact avec Mohamed. Voilà, je peux mettre peut-être ton site, peut-être, même si, voilà, même si on le trouve sur mon blog. Voilà, Où est-ce que je vais mettre, où est-ce tu as qu'il le site. était? Voilà. Voilà, il y a l'article que tu avais écrit là sur mon blog là. Je vais le mettre carrément dans le chat comme ça. Si certaines personnes veulent le mémoriser directement l'article, voilà, je le mets là. Et là, normalement, il y avait. Alors, je sais pas si vous entendez un enfant, une petite voix Oui, ah d'enfant. oui, c'est Bon, bien, c'est bien. excuse-moi, Kintaja, est-ce que tu peux Voilà, c'est mon fils de 4 ans là. Il est très mignon, mais voilà, il est un petit peu bavard. Alors voilà, et puis je vous mets aussi. Alors, mince, alors, je sais pas pourquoi Lamine. voilà. Tiens, il y a une autre question. On va prendre peut-être cette dernière question. Je vais mettre voilà, l'adresse aussi l'adresse du site de Mohamed, laclédesoasis.fr. Alors, quel est l'avantage du biochar parmi les polymères rétenteurs d'eau et de fertilisants? De la part de Brahim. Oui, alors, c'est-à-dire la seule différence, c'est que le biochar, il est beaucoup plus écologique, il est écologique. Hein. C'est la seule différence. Il est écologique, il est naturel. Voilà, c'est un produit naturel et qui est, c'est-à-dire, si je prends le cas de la Suisse, l'Angleterre, il a été, c'est-à-dire, reconnu comme, c'est-à-dire, un amendement, c'est-à-dire dans l'agriculture biologique Ok, par rapport. effectivement. Et oui, alors qu'effectivement, souvent ces choses-là ne sont pas. Ah, oula, attends, pardon, Mohamed Lamine, tu as commencé un partage d'écran. Ah, j'ai oublié de le. Alors, non, il y a un petit souci. Comment je vais le écran partagé? Ok. Moi, j'arrive pas Voilà. à vous Ok. suivre. Tac. Voilà. Voilà. Pardon. Effectivement, j'aurais dû. Voilà, je vais. Voilà, seulement là, Voilà, comme ça, il n'y a que moi qui peux partager l'écran, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà. très bien. Voilà. Effectivement, donc Redouane me dit que mon fils est aussi intéressé par le biochar, effectivement, en tout cas par le jardinage. Il adore aller au jardin, il adore aller ramasser des choux, voilà, de la mâche, des pois dans le jardin. Il aime beaucoup ça, ou aller planter des oignons, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Aussi prendre des choux. Oui, prendre des choux. Oui. Des choux. Merci pour la conf. Ah, Mathilde, Mathilde, je sais pas si je crois savoir qui c'est Mathilde, effectivement. Salut Mathilde. Ok, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Ok, super. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je pense que là, on a fait le tour du sujet. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, d'avoir pris le temps avec nous tous de nous présenter tes travaux. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je vois que nous sommes encore 32. Voilà, nous étions 37 au début, c'est monté jusqu'à 42, 43. Puis là, bon, ça a un petit peu baissé forcément sur la fin. Et voilà, un grand merci à vous. Si vous souhaitez être des nôtres pour les 4, 5, 6 juin, c'est avec plaisir. Et puis, bien sûr, et puis éventuellement aussi au mois d'octobre à Timimoun, hein, c'est avec plaisir. Voilà. Et de toute façon, voilà, nous commençons à travailler ensemble avec Mohamed. Donc, voilà, vous aurez sûrement l'occasion de nous revoir ou de nous lire sur mon blog encore ou ailleurs, ou sur des conférences comme ceci. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bon après-midi. Voilà, il y a Saham Fouatarak nous dit Sahaf Torkoum. Sahaf Torkoum. Voilà, à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.